Situation tendue à El Fasher au Soudan, encerclée par les forces de soutien rapide FSR qui demandent le départ de l'armée soudanaise et ses alliés. Plusieurs déplacements des habitants suite aux frappes de drones et d'artillerie lourde constatées. Les chasseurs traditionnels d'Ozo, considérés comme les supplétifs de l'armée malienne, sont accusés avec ces derniers d'actes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Au Soudan, les regards se tournent vers El Fasher, capitale du Darfour du Nord, encerclée depuis plus de 9 mois par les forces de soutien rapide FSR. Au moment où l'armée soudanaise poursuit sa lente progression au nord de Khartoum, les FSR ont lancé un ultimatum à l'armée et aux forces alliées pour qu'elles quittent la ville, mais sans succès. L'intensification des frappes de drones et d'artillerie lourde sur la cité ces derniers jours ont causé une nouvelle vague de déplacements parmi les habitants qui manquent toujours de nourriture. Chaque jour qui passe emporte son lot de victimes civiles à El Fasher. Les bombardements des forces de soutien rapide visent les institutions civiles et les camps de réfugiés. 70 civils sont morts sur le coup la semaine dernière suite à l'attaque d'un drone contre l'hôpital saoudien, le seul encore ouvert dans la ville. Ce mercredi, les FSR ont visé à l'artillerie lourde le camp d'Abou Chouk, près d'El Fasher, ainsi qu'un marché faisant 7 morts et 11 blessés selon un comité local. En même temps, des témoins affirment que des renforts des FSR venant de différentes régions du centre du Soudan, d'où ils se sont retirés face à l'avancée de l'armée, se rassemblent près d'Al Fasher au sud-est de la ville. L'expert soudanais actuellement au Caire, Othman Mirghani, estime qu'El Fasher est sur le point de devenir un tournant dans la guerre au Soudan, dont on peut dire que le compte à rebours a commencé. Le rassemblement des FSR autour de la ville s'inscrit, selon lui, dans le prolongement de la vaste campagne contre la ville menée depuis 9 mois pour la faire basculer sans succès aux mains des FSR. La cité a subi 170 attaques majeures qui ont visé la plupart des cibles civiles. Elle résiste toujours et elle est la seule dans les 5 États du Darfour à échapper au contrôle des FSR. Khartoum craint qu'une victoire des FSR à El Fasher ne divise le pays en séparant les États du Darfour du reste du Soudan. Les forces de soutien rapide s'y accrochent aussi. Leur défaite dans cette ville pourrait les affaiblir dans les 5 États voisins du Kordofan et l'armée prendrait alors El Fasher comme rampe de lancement pour initier des attaques contre les FSR dans le reste du Darfour. Hier, jeudi 30 janvier, des frappes aériennes de l'armée ont fait plusieurs victimes collatérales en touchant une zone civile au Darfour du Sud, dans la ville de Menwachi. L'armée malienne et ses supplétifs, les chasseurs traditionnels d'Ozo, sont accusés d'exactions dans plusieurs villages de la région de Ségou, dans le centre du pays. Selon plusieurs sources locales, une vingtaine de personnes ont été tuées mardi 28 janvier lors du passage d'une patrouille dans plusieurs villages des communes de Bokiwere et de Monépé-Bougou. Des maisons, des greniers et du bétail ont été incendiés. Plusieurs personnes sont toujours reportées disparues. L'armée malienne et les chasseurs d'Ozo sont arrivés à Kabambougou vers 10h le mardi 28 janvier 2025. Ils ont incendié des maisons et des greniers. 2 personnes ont été arrêtées. Le corps de l'une a été retrouvé dans la journée à quelques kilomètres du village et l'autre est toujours porté disparu. Par la suite, les militaires maliens et les d'Ozo sont passés par les villages de Diarakala et de Bakaribougou, toujours dans la commune de Bokewere. Au total, 13 personnes ont été tuées dans ces villages. Des maisons ont aussi été incendiées. La patrouille de l'armée a fini sa journée à Monipé-Pougou, une autre commune du cercle de Massina où plusieurs personnes ont encore été tuées. Les chiffres varient selon les sources. Ils ont arrêté mon frère et incendié ma maison, raconte une victime. La plupart des villageois ont fui en brousse parce qu'ils ont peur, confie une autre source. Un responsable d'Ozo de la zone assure n'avoir aucune information. Mais s'il y a eu des morts, ce sont forcément des djihadistes, insiste-t-il pourtant. Une source sécuritaire malienne confirme sans détailler le bilan et attribue la responsabilité de ces actes aux chasseurs d'Ozo. Sollicité par RFI, l'armée n'a pas commenté ces accusations. Comme dans d'autres localités du pays, plusieurs villages de la zone de Massina ont été contraints de signer des accords avec les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les accords qui leur permettent de circuler librement et de mener leurs activités agricoles et d'élevage.
Alors que la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, a déployé une force multinationale composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites dans l'est de la RDC, un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation est prévu ce vendredi 31 janvier à Harare, au Zimbabwe, pour évoquer la situation au nord Kivu et au sud Kivu. Si l'ordre du jour provisoire du sommet extraordinaire de la communauté de développement d'Afrique australe, qui doit se tenir ce vendredi 31 janvier dans la capitale du Zimbabwe, ne laisse pour l'instant filtrer que peu d'informations. Harare a toutefois confirmé qu'il serait principalement consacré au débat concernant l'engagement de l'organisation dans l'est de la RDC. À cette occasion, les dirigeants des États membres de la SADC doivent en effet décider, entre autres, de la suite à donner à la SAMI-DRC, la commission de la communauté dans la région, pour l'instant prévue jusqu'à la fin de l'année. Depuis le début de l'offensive du M23 en direction de la ville de Goma, en fin de semaine dernière, l'Afrique du Sud, qui est aussi présente en RDC dans le cadre de la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, compte 13 morts parmi ses soldats, alors que le Malawi en dénombre 3. Bien que les informations communiquées sur l'État restent parcellaires, la situation est par ailleurs très difficile actuellement pour les troupes de la SADC retranchées dans leurs bases de Goma et de Sake, alors que le Rwanda qui soutient le M23 accuse ses contingents de ne pas être une force de maintien de la paix et de travailler aux côtés des groupes génocidaires armés comme le FDLR. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a toutefois indiqué avoir pu s'entretenir avec son homologue rwandais dans la soirée du jeudi 30 janvier. Selon lui, les deux pays se sont engagés à faire avancer le dialogue dans l'optique d'un possible cessez-le-feu en RDC après une passe d'armes entre Pretoria et Kigali par prise de parole et publication sur les réseaux sociaux interposés. Dans un post sur X particulièrement véhément, le président rwandais Paul Kagame a notamment pris à partie son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les États-Unis imposeront bien des droits de douane à hauteur de 25% sur les produits en provenance de leurs deux voisins directs, le Canada et le Mexique. Et cela va arriver dès ce week-end. Il reste encore une incertitude sur les importations de pétrole, mais c'est Donald Trump lui-même qui l'a confirmé ce jeudi 30 janvier. Le président des États-Unis, Donald Trump, mettra-t-il en exécution sa menace d'imposer le 1er février des droits de douane sur les produits canadiens et mexicains? La question était dans tous les esprits ce 31 janvier alors que les conséquences pourraient être sévères pour les trois pays nord-américains. À peine revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé qu'il voulait imposer dès le 1er février 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, deux pays pourtant théoriquement protégés par l'accord de libre-échange qu'il avait signé durant son premier mandat. Le 30 janvier, il a affirmé qu'il déciderait dans la nuit s'il exempterait ou non de taxes le pétrole produit dans ces deux pays. Dans le même temps, le produit chinois serait frappé par les droits de douane de 10%, une possibilité qui inquiète les analystes alors que l'économie américaine se porte comme en charme avec une croissance de 2,8% en 2024. Selon Oxford Economics, si ces droits étaient appliqués, l'économie américaine perdrait 1,2 points de pourcentage de croissance et pourrait dans le même temps plonger le Mexique dans la récession. Pendant la campagne, le candidat républicain avait dit vouloir imposer des droits de douane de 10% à 20% sur l'ensemble des produits importés aux États-Unis et même de 60% à 100% sur les produits provenant de Chine. L'objectif était alors de compenser financièrement les baisses d'impôts qu'il souhaite par ailleurs appliquer durant son mandat. Depuis son élection, le ton a évolué. Plutôt qu'un outil pour combler la baisse des recettes fiscales, les droits de douane sont devenus, comme durant son premier mandat, une arme qu'il brandit afin d'imposer des négociations et obtenir des concessions.
Le Parlement nicaraguayen a annoncé ce jeudi 30 janvier avoir validé la réforme constitutionnelle donnant un pouvoir total sur l'État et la société civile à Daniel Ortega et à son épouse Rosario Murillo en tant que président et coprésidente. La loi de réforme de la Constitution du Nicaragua est approuvée dans son intégralité, a annoncé l'Assemblée nationale sur X. Le projet de loi avait été auparavant adopté en novembre par le Parlement, une assemblée monocamérale dominée par le Front sandiniste de libération nationale au pouvoir. Il s'agissait de la dernière étape avant l'entrée en vigueur du changement de la Constitution. Daniel Ortega, un ancien guerriero de 79 ans qui a dirigé le Nicaragua dans les années 1980 après le triomphe de la révolution sandiniste et est revenu au pouvoir en 2007, avait déjà réformé une douzaine de fois la Constitution, s'octroyant notamment un nombre indéfini de mandats. Selon le texte approuvé jeudi, la vice-présidente Murillo devient coprésidente aux côtés de son époux Daniel Ortega, qui seront tous deux désignés lors de l'élection organisée tous les 6 ans contre 5 auparavant. Les deux dirigeants coordonneront les organes législatifs, judiciaires, électoraux ou encore ceux gérant régions et municipalités alors que la constitution précédente les considérait indépendants. La réforme définit par ailleurs le Nicaragua comme un État révolutionnaire et socialiste et inclut parmi les symboles nationaux le drapeau rouge et noir du FSLN. L'ancienne guérilla sous la direction de laquelle une insurrection populaire a renversé le dictateur Anastasio Somoza en 1979. Le Bureau régional pour l'Amérique centrale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé dans un communiqué sa profonde préoccupation face à l'adoption de cette réforme, estimant qu'elle accroît les régressions en matière de liberté civile et politique dans ce pays d'Amérique centrale. Ces changements drastiques marquent la destruction de l'état de droit et des libertés fondamentales au Nicaragua. Ortega et Murillo ont consacré et consolidé leur pouvoir absolu, a déclaré à l'AFP l'avocat américain Reed Brody, membre d'un groupe d'experts de l'ONU sur le Nicaragua. C'est avec cette dernière information que nous mettons fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.